Bonsoir et bienvenue à tous dans les dossiers de la mémoire. Je vous invite ce soir à découvrir le récit d'une action d'éclat de l'ALN, une action d'éclat qui s'est déroulée le 4 février 1958 lorsque les combattants de l'ALN ont procédé à l'enlèvement puis à l'occupation d'un poste militaire français, le poste militaire d'El Houran, dans la région de Hammam Dalla'a, Amsila. Pour revenir sur cet exploit important de l'ALN, j'ai le plaisir de recevoir un témoin et un acteur de cette opération. J'ai le plaisir de recevoir M. Abdelmajid Azzi, un ancien moudjahid, un ancien combattant de l'ALN. M. Abdelmajid Azzi, bonsoir et bienvenue dans les dossiers de la mémoire. Bonsoir, merci. Bonsoir à vous aussi. Vous avez considéré cette action, cet exploit de l'ALN comme un tonnerre dans un ciel dégagé. Oui. Récemment. Exact. Oui, effectivement, c'est un événement qui est resté pratiquement inconnu. Et il fallait le mettre en relief de façon à voir que les actions se déroulaient partout, dans le territoire de la Wilaya 3, y compris dans le Houdna. Houdna, qui est une région désertique, où il n'y a pas beaucoup de population, où même si la population existait, elle n'était pas politisée. Donc, c'était quelque chose d'extraordinaire. Pour bien mettre en place le scénario, il faudrait définir d'abord l'emplacement exact. Exactement, c'est-à-dire la configuration topographique des lieux. Voilà, c'est le secteur, c'est un secteur de la région 1 de l'époque, parce qu'à l'époque, elle s'appelait la région 4. Oui. Mais depuis début 58, les noms ont changé, c'est devenu la région 1. La région 1 de la Wilaya 3. De la Wilaya 3, c'est-à-dire Msila, jusque le Houdna, voilà, le Houdna jusque le truc de la région 4. C'était donc la région 4 de la zone 2 de la Wilaya 3. Et dans cette région, il y a plusieurs secteurs. Et il y a le secteur de Hammam Dalla'a, et qui va jusqu'à Beni Ouagag. C'est toute la région, avec à côté de la commune de Haraza actuellement. C'est donc toute cette région qui est impliquée. Donc, depuis le congrès de la Soumam, il y a un acquis important. C'est celui de la collégialité qui a été mise en place. Parce qu'avant le congrès de la Soumam, disons, la responsabilité n'était pas partagée. C'était un seul responsable qui décidait de la vie et de la mort de qui que ce soit, sans tenir compte des avis des autres. Donc c'était un pouvoir personnel, pratiquement. C'était le début. Donc le congrès de la Soumam a mis de l'ordre dans les structures de l'organisation. Il a d'abord défini les structures, limité les zones, les régions, les secteurs, et surtout, il a introduit la collégialité dans les décisions. Parce que la région, le secteur, puis la région et la zone, et la wilaya, ils sont les responsables. Il y a 4 responsables. Il y a le chef de zone, par exemple, le lieutenant politique, le lieutenant militaire et le lieutenant des renseignements et liaisons. Et puis, il y a d'autres qui sont intégrés, les ravitaillements et le service de santé. Le service de santé, je rappelle que vous étiez d'ailleurs à l'époque affilié au service de santé de la Wilaya 3. Tout à fait, voilà. Donc, c'est très important. Et cette structure va de la base au sommet. Voilà. Il y a toujours 5 responsables, 5 responsables, plutôt 4 responsables. Le coordinateur, le responsable politique, le responsable militaire et le responsable des renseignements et liaisons. Voilà, les autres viennent par la suite. Donc, c'est comme ça que il y a eu, disons, une idée ou un fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est à l'origine donc, de cette attaque? C'est-à-dire, ce n'est pas une improvisation. Non, pas du tout. Non. C'est un travail qui est fait par le responsable des renseignements et liaisons du secteur de Hammam Dalla'a.
Par conséquent, le responsable de ce secteur a pris contact avec le sergent-chef des SPAI, Oui. du poste de l'Horan. C'est un poste qui est occupé par 31 soldats, Oui. dont le chef de poste était un lieutenant. Le lieutenant Olivier Dubos. Dubos, oui. Voilà. Donc, la personne a dit, c'est un Algérien qui est originaire de Zafran, à côté de Djelfa, Oui. mais qui a le grade de sergent-chef, c'était un engagé. Oui. Et c'est donc lui qui a pris contact pour l'ALN. Évidemment, oui, on est tous des patriotes. Oui. Son esprit patriotique l'a poussé justement à rechercher un lien avec l'ALN. Donc oui. il a trouvé ce lien avec le sergent-chef qui était à l'époque, qui s'appelle, je vais donner son nom parce que c'est très important, le sergent-chef de ce prix. Alors, voilà. C'était le sergent-chef de renseignement Smaïl Zmouri. Oui. Smaïl Zmouri, qui a pris les premiers contacts avec lui. Et le sergent-chef Zernouh, qui s'appelait Zernouh Mohamed, donnait des cartouches, des renseignements, etc. Et puis un jour, l'idée d'enlever le poste s'était posée au niveau de l'état-major de la région 4. De la région 4 d'abord. D'abord oui. de la région 4. Oui. Et donc ils ont un petit peu sondé Zernouh pour savoir si c'était possible. Il leur a dit, il n'y a pas de problème. Je suis prêt à vous aider pour pouvoir enlever le poste. Pourquoi ça? Parce que le poste est très difficile d'accès. Il se trouve dans une région plate, complètement plate. C'est-à-dire à découvert. À découvert, il n'y a pas de forêt, il n'y a rien, ni forêt, ni... Oui, c'est une steppe, donc voilà, une région typique, oui. Et il était bien défendu. Oui. Il était entouré par une mur avec des miradors. Il y avait 6 chars, 6 autoblindés. Oui. Et dans chaque autoblindé, il y avait un canon, Oui. il y avait une mitrailleuse 50, la 12-7, une mitrailleuse 30. Donc bien armé, sans compter bien sûr l'ensemble. Le camp lui-même était un arsenal, parce qu'il ravitaillait les autres postes tout autour de la région, Oui. du bataillon des SPAI, qui était justement dans la région. Stationné dans la région, oui. Stationné dans la région. Donc, le sergent-chef de renseignement a commencé les contacts, Oui. et puis il est tombé au champ d'honneur. Il a été tué, il est tombé dans une embuscade, Maître Allah yarhamou, et il a été remplacé au pied levé par le sergent-chef Abdelhafid Adouane. Par Abdelhafid Adouane, oui. Abdelhafid Adouane. Il sera le maître. D'ailleurs, Abdelhafid Adouane, Allah yarhamou, Oui. il est mort bien après l'indépendance. Oui. Voilà, il a été dans l'armée, dans l'ALN, dans l'ANP. Il était à Regaya. Oui. Il était c'était un officier de l'ANP. Donc, lui a pris le relais. Il a pris le relais et les choses se sont... Il va jouer un rôle très très important. Absolument, oui. Toute l'opération sera... Tout à fait. menée par... Donc, ils ont tenu, disons, une réunion au niveau de la région. Oui. Et donc, la région a été constituée par... il faut que je donne le nom aussi. Oui. Il y avait le chef de région, c'est le sous-lieutenant Rabah Beljarb, Oui. qu'on appelait Rabah Thayri. Oui. Allah yarhamou. Il y avait l'adjoint militaire, c'est l'aspirant Naïm Ibn Nouf, Ben Aouf, Allah yarhamou. L'aspirant politique, l'adjoint politique aspirant Boubkar Saoudi. Et l'adjoint renseignement et liaison, c'est Aïssa Habib, dit Aïssa Blindé. Oui. Voilà les responsables au niveau de la région. Donc, ils ont pris la décision d'informer la wilaya. C'est tout à fait normal. La zone, puis la wilaya. Donc, ils ont préparé un plan pour pouvoir enlever le poste sans qu'il y ait la moindre perte.
Et donc, C'est-à-dire, l'objectif, c'était de récupérer toutes les armes toutes les et armes surtout et tout le personnel qui était là-bas. et tout le personnel. Tout le Voilà. personnel. Les 31 devraient être soit Arrêtés, soit tués, soit arrêtés. C'était soit clair. tués, soit arrêtés. Oui. Voilà, donc ils ont établi un plan qu'ils ont soumis au colonel Amirouche. Le colonel, évidemment, l'a approuvé et il a désigné le lieutenant Mustafa Nouri, qui est chef de la zone, adjoint au chef de zone, adjoint politique. Il l'a désigné pour superviser toutes ces actions. Oui. Voilà, toute l'opération. Et il a demandé à la 3e compagnie du bataillon de la Wilaya 3, qui est commandée par Mohamed Arsri Wakwak, Oui. 3e compagnie, d'apporter son aide à cette action. Parce que la région... Il y avait donc une compagnie plus... Il y a la compagnie de région 4, La d'abord, compagnie parce de que chaque région région a une compagnie. Voilà, oui. Il y a une compagnie de région 4, Oui. plus la 3e compagnie du bataillon. La 3e compagnie du bataillon. Voilà, pour apporter l'aide nécessaire Oui. pour pouvoir entreprendre cette action. Donc ça a été, disons, établi. Et le plan étant mis en place, ils ont informé le sergent-chef Zernouh. Oui. Zernouh pour l'informer, voilà, de façon à fixer la date. Et la date a été donc fixée au 4 février 1958. Oui. Alors, comment j'ai su? Comment nous avions su par la suite? Nous, il y avait le Mezaï Hamid, Oui. qui était aspirant, responsable du service de santé de la zone 2, dans laquelle se trouve la région 4. La région 4. Ben, un matin, il m'a appelé, il m'a dit, bon, tu viens avec moi. Parce que de temps en temps, quand on fait une tournée autour de la zone, Oui. parce que dans la zone, il y a le service de santé un peu partout. Il y a des hôpitaux, de la LN, etc. Il m'a dit, on va y aller. Donc, on est allé. Et en arrivant à Sebha, la région 3, et on a trouvé la région 2, on a rencontré dans l'un des refuges qui s'appelle Tamziev, le village de Tamziev, Tamellah. La 3e compagnie du bataillon venait de sortir et prenait le chemin. Alors, on a marché toute la nuit. Toute la nuit, oui. Au Sbah, le matin, quand on est arrivé, on allait rentrer dans le refuge et la compagnie venait de sortir. Donc on est rentré, on a pris le petit déjeuner et on a suivi la compagnie. Moi, je ne savais toujours pas où est-ce qu'on allait. Seul Hamid, parce qu'il a été désigné par le colonel Amirouche comme responsable du service de santé pour veiller au cas où il y a des blessés, etc., il les soignerait sur place. C'est un infirmier, mais vraiment c'est un chirurgien. Oui. Il a fait toute sa carrière au niveau de l'hôpital de Bijaya. Oui. Voilà. Donc, on s'est retrouvé à Beni Ouagag. Oui. Beni Ouagag, qui est à la limite de la région 2 et de la région 1. C'était la limite. Pas loin de Msila également. Donc, oui, c'est pas loin de Hammam Dela. Voilà. 5 heures de marche à pied. Oui. C'est à peu près, peut-être une trentaine de kilomètres. Une trentaine de kilomètres. 25-30 kilomètres, voilà, à peu près. Donc, en arrivant à Beni Ouagag, il y avait une compagnie, la compagnie de la région 2, qui était là. Oui. Mais elle ne participerait pas. Elle était là pour couverture, parce que, disons, ceux qui étaient chargés d'enlever le poste de l'opération, le repli se faisait à Beni Ouagag. Parce que dès qu'ils ont terminé leur truc, ils viennent sur Beni Ouagag. C'est là-bas la première étape. Donc il y avait un groupe de choc, c'était le bataillon de choc qui devait... Ce n'est pas le bataillon de choc, non, une seule, la 3e compagnie du bataillon, oui. Plus la compagnie de région 1. La compagnie de région elle-même, là où se trouve Bien sûr, le poste. Voilà. Donc, ça a été défini. Donc vous êtes à Beni Ouagag pour reprendre le cheminement. Donc, voilà, ça a été à Beni Ouagag. Oui. Il y avait la 3e compagnie du bataillon, plus la compagnie de région 2. Et c'est à partir de là que nous avons su, personnellement que j'ai su, et même les Jounoud savaient
que demain, La raison de leur présence. voilà, c'est demain, il y aura l'enlèvement du poste de l'Horan. On va attaquer le poste de l'Horan pour demain. Bon, alors tout le monde était enthousiasmé. Ils étaient contents, mais ils ne savaient pas qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur qui pouvait. Non, ils ne savaient pas. Mais malgré ça, quoique la région était, disons, hostile pour ce genre d'action, ils ont fini par. Ils ont été très courageux. Je sais que l'occupation va se dérouler évidemment la nuit, parce que la région. Voilà, c'est stépique, etc. Tout à fait. Donc, mener l'attaque durant la nuit. Donc, comment maintenant. Eh bien, le scénario a été le suivant. Avait alors procédé. Il était prévu que la 3e compagnie du bataillon de choc, qui est dirigée par Mohamed Arsqi Wakwak, qui était sous-lieutenant, devait rejoindre le poste de l'Horan. Enfin, il y a un rendez-vous qui a été fixé dans les environs avant la tombée de la nuit. Donc, c'est-à-dire marcher avant. Oui, bien sûr. Il fallait qu'ils se retrouvent là-bas le 4 février 1958. Voilà. Donc, ils ont pris leurs dispositions et ils sont allés. La compagnie de région 2 est restée là-bas. Elle est restée à Beni Ouagag. Moi aussi, je suis resté sur place. On m'a confié la tâche de préparer toutes les conditions pour recevoir éventuellement des blessés. Des blessés, oui. Voilà, de façon à ce que ça ne soit pas pris au hasard. Donc les autres sont partis. Et évidemment, le rendez-vous étant fixé pour le 4 février vers 17h30, vers 5h30. Oui. Parce qu'il faisait nuit déjà, oui. Nous sommes en hiver. Et en arrivant devant le poste, il y avait le sergent-chef Zernouh qui était à l'entrée. Il a ouvert le portail. Avant d'ouvrir le portail, c'est ce que j'ai su par la suite, c'est ce qu'on m'a dit, on m'a expliqué. D'ailleurs, lui-même Zernouh, que j'ai eu à discuter avec lui, Hamid Mezaï, etc., et tous les gens qui étaient là-bas. Donc, déjà à l'époque, je voulais, disons, prendre des notes. J'ai pris des notes de façon à ne pas oublier. Absolument, à ne pas oublier. Le moins de détails. Même si j'oublie, oui. il y a des preuves, il y a des papiers qui restent pour éventuellement ceux qui viendraient après moi le feraient. Voilà. Donc le rendez-vous étant pris, il y a eu une répartition qui a été faite bien avant, bien sûr. Oui. En l'occurrence, une section, parce que dans une compagnie, il y a 3 sections. Oui. Et 2 compagnies, ça fait 6 sections. 6 sections. Donc il y a 3 sections qui ont été désignées pour faire barrage des routes menant vers le poste. Une sorte de diversion. Menant vers le poste. Non, embuscade. Au cas où il y a des renforts. Des renforts, oui. Au cas où il y a un accrochage, etc., ça peut arriver. Et qu'il y a des renforts qui peuvent venir de Msila. Msila est à 30 km. Oui. Donc, c'est vite. Donc, il y a la route qui va sur Msila, oui. La route qui va sur Melouza, oui. Et la route qui va sur une autre direction dont j'ai oublié le nom. Voilà. De façon à pouvoir sécuriser, disons, l'action qui se déroulerait à l'intérieur du poste. Voilà, au cas où il y a eu quoi que ce soit. Et alors, pour transporter... Non, avant le transport, maintenant, comment... Oui, comment les unités avaient procédé? Oui, justement, il y a un scénario. Oui. Alors, il y a eu 4 groupes qui ont été désignés. Oui. Alors, un groupe chargé d'aller vers le réfectoire, oui. Parce que c'était le moment de manger. Un autre groupe pour aller vers le dortoir. Un autre groupe pour prendre possession des 6 camions blindés, oui. Des camions blindés. Et un groupe pour aller vers l'arsenal, pour aller là où il y a les armes. Oui. Voilà. Alors les 4 groupes d'attaque
Alors, ils sont dirigés par l'un par Naïmi Ben Aouf, Oui. qui est le chef de région, Boubkar Msaoudi, qui est aspirant, adjoint politique, évidemment Moharsqi Waqwaq, et Saïd Saoud dit Saïd Louchkish. Tandis que les trois sections étaient elles, commandées, celle qui était chargée justement de s'embusquer sur les routes de Msila, Melouza et le Douar Driat. Donc il y a le lieutenant Mustafa Nouri, qui a été désigné justement pour. Donc lui-même, il était sur place. Le sous-lieutenant Rabah Beljarb et l'aspirant Aïssa Habid, c'est-à-dire Aïssa Blindé. Voilà les trois sections de protection. Et les quatre groupes, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'était donc Naïmi Ben Aouf, Boubkar Msaoudi, Moharsqi Waqwaq et Saïd Saoud, dit Louchkish. Alors, l'opération, comment elle sera menée? Donc, ils sont maintenant à l'intérieur. Le moment Zernour ouvre le moment venu, oui. Le sergent-chef, évidemment, il y avait des sentinelles à l'entrée. Donc, il a appelé la sentinelle, il lui a dit, vous pouvez aller manger, je vous remplace. Et celui qui était à la guérite, il lui a dit, vous pouvez y aller, je suis là, pour ne pas... Il y avait un autre à l'entrée, et en ouvrant la porte, il y a les premiers djounoud qui sont rentrés, il y a un djounoud, un responsable, qui est rentré, et celui, disons, le militaire français là, qui était de faction, et il lui a dit, mais qui c'est celui-là? Il lui a dit, ne vous inquiétez pas, je le connais, c'est ma connaissance. Laissez-le rentrer. Très bien. Et en rentrant, il l'a poignardé. Il a poignardé le truc qui était là-bas. Et donc, les quatre groupes sont restés. Chacun s'est dirigé vers son objectif. L'un vers le réfectoire, l'autre vers le dortoir, l'autre vers les 6. Voilà. Donc, ils ont occupé tout le terrain. Alors, le groupe qui est allé au réfectoire, ils étaient pratiquement tous, il y avait quelques-uns seulement qui étaient dans le dortoir. Et il arrive, c'était Saïd Louchkish, il donne un coup de poing à la porte et il leur dit « Oh les mains !» comme dans un film de cow-boy. Oui. « Oh les mains tous !» Alors les autres, ils ont dit « Arrêtez, ne plaisantez pas. » Ils pensaient que c'était un des leurs. Un des leurs, oui. Et puis après, il y a eu des coups de feu qui ont été changés. Il a été blessé et il y a eu un mort dans nos rangs, qui était dans le. Un combattant de la un combattant qui était de la compagnie la 3e compagnie du bataillon de choc. C'était Chad Laïrama. Les autres se sont dirigés. Il n'y a pas eu de coup de feu ni rien du tout. Quelques escarmouches. Il y en a qui sont morts, il y en a qui sont blessés. Parmi les gens du poste. Et puis, donc, le plus gros du travail, c'était les deux groupes, celui de l'Arsenal et celui des... Mais il paraît, à un certain moment, le capitaine, c'est-à-dire du boss... Le lieutenant Olivier Dubos. Le lieutenant Dubos ne voulait pas sortir du réfectoire. Oui, alors, justement. Oui. Donc, dès les premiers coups de feu, ils se sont barricadés. Oui. Ils ont fermé les portes du réfectoire. Ils ont riposté, bien sûr, à travers la porte, à travers la fenêtre. Et donc, ils ne voulaient pas sortir. Sortez, on ne vous fera rien. Et donc, en attendant, il fallait faire vite, que l'opération ne reste pas longtemps, parce qu'ils ont dû téléphoner, ils ont dû envoyer des messages, etc. Donc, il ne fallait pas traîner sur le champ. Donc, les autres ont fait déjà leur travail. Ils ont récupéré les armes qui étaient sur les chars, sur les autos blindées, les voitures blindées, les mitrailleuses 30, etc. Ils les ont récupérées. Et dehors, il y avait plus de 50 mulets qui attendaient. Ça aussi, ça a été une grande surprise. Et ces mulets, d'où ils viennent? Justement. Eh bien, c'est toute la population de la région. Chacun est venu avec son mulet. Ce n'est pas les mulets. Chaque propriétaire est venu avec son mulet et ils attendaient qu'on charge le mulet. Le charge et le permission. Alors, il y avait de quoi prendre.
Alors, je vais vous donner la liste, Oui. exhaustive, non exhaustive d'ailleurs, de tout l'arsenal qui a été récupéré. À récupérer, oui. Voilà, alors, il y avait 2 mortiers, Oui. l'un calibre 80, grosse pièce, Oui. et l'autre calibre 60, 6 mitrailleuses 50, on les appelait des 12-7, c'est des mitrailleuses américaines, 6 mitrailleuses 30, calibre 30, également des mitrailleuses américaines, 3 fusils mitrailleurs, un poste émetteur, des fusils américains Garand dans des caisses, des mitraillettes MAT 49 dans des caisses, toutes neuves, des pistolets MAC 50, tout à fait neufs également dans leur cellophane, des obus et des caisses de munitions, de grenades et de mines antipersonnelles. C'était quelque chose de fabuleux. Donc, tout cet arsenal, tout ce matériel a été réparti sur les muliers. Les muliers, ils ont pris. Munitions également, une Oui, quantité énorme. des caisses de munitions. Ouais. Des caisses complètes de munitions. Peut-être il y a eu une vingtaine de caisses, des milliers de balles. Donc, ils ont été entreposés, ils ont été chargés sur les mulets et ils ont donné l'ordre de départ. De départ Pour ne pas attendre. pour les citoyens qui... Oui, pour chacun son mulet. Direction Beni Ouagag, pour ne pas attendre. Parce qu'il fallait attendre les prisonniers pour qu'ils puissent sortir. Alors, pour les faire sortir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un bidon rempli d'essence et de gasoil, et avec une louche, ils l'envoyaient à travers la fenêtre, asperger les fenêtres, la porte, etc. Et tout. Ils leur ont dit, écoutez, si vous sortez, nous ne ferons rien, nous vous ferons absolument rien. Vous serez des prisonniers de l'ALN sans aucun problème. Sinon, on va mettre le feu et vous allez griller comme des... hein, vous allez mourir grillés par le feu. Eh bien, au bout d'un moment, le lieutenant Olivier Dubos, il a dit, OK, ça va, d'accord, nous sortons. Alors, ils ont dit, sortez, un par un, les mains derrière la tête et sans armes. Donc, ils sont sortis, un derrière l'autre. Alors, il y avait combien de prisonniers? Il y avait 17. 17, dont le chef de poste. Le chef du poste, qui était le lieutenant. 17 prisonniers sur les 31. Et les autres, il y en a qui sont morts, il y en a qui se sont barricadés. Oui. Il y avait une pièce, comment on appelle ça, comme un coffre-fort. Ouais. Voilà, donc, on les a ignorés. Et tout de suite, l'ordre de départ a été donné. Mais avant de partir, Zernouh, il y avait un canon 75. Oui. Un canon 75 au milieu de la cour. Alors, il veut détruire le canon. Il a pris un obus, il a mis le truc, et il l'a laissé glisser dans le fond. Et en éclatant, le canon 76, le canon est parti complètement en état de nuire. Voilà. Donc, c'est à partir de là que le reste a démarré. Donc, il y avait à peu près 5 heures. Alors, le chemin du retour, paraît-il, ils ont choisi le chemin le plus long. Oui, ça faisait partie, ça faisait partie du scénario. Voilà. Il y avait 2 possibilités. Soit aller sur Beni Ouagag, ça a été fait déjà au départ dans le truc. C'était le chemin le plus long. Il y avait 5 heures de marche forcée. Et ils ont démarré vers minuit. Et à minuit, justement, avant de partir, ils ont mis le feu partout. Ils ont brûlé les camions, les fuites d'essence, les fuites de gasoil, etc. Il paraît que les flammes étaient vues à partir de Msila. Il y a eu tellement de flammes, ils étaient vus depuis Msila. Depuis Msila, oui. Il y a eu un avion qui est venu tournoyer autour du camp pendant un bon moment, et puis il est reparti. Donc les prisonniers étaient attachés évidemment 3 par 3 ou bien 4 par 4, et puis en avant, direction Beni Ouagag, qui était le chemin le plus long. Parce que l'autre chemin,
il aboutissait du côté de Borj Bouararij. Donc, c'était très facile pour arriver rapidement à la ligne de chemin de fer et traverser, donc, traverser à Maria et se retrouver déjà en zone 1. Voilà. C'était facile. Aller pendant 5 heures à Beni Ouaggag, c'était quelque chose d'inimaginable. Les Français, ils ont réfléchi, mais ils n'ont pas tenu compte de l'usage des mulets. Ils ne savaient pas qu'il y avait des mulets pour transporter tout cet arsenal. Oui, oui. Donc ils se sont dit, ceux qui ont transporté ça, les Djounoud, ils ne peuvent pas arriver à Beni Ouaggag, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Ils mettront combien de temps pour y aller? Voilà, donc ils ont mis leur force sur l'autre chemin. Donc nous, on les attendait à Beni Ouaggag, ils sont arrivés juste au moment où le jour commençait à se lever. Oui. Ils sont arrivés exténués, et c'est là où la deuxième compagnie, où la compagnie de Région 2 a joué son rôle. Tout de suite, ils leur ont préparé l'emplacement où ils doivent être, les mulets, etc., tout ça, les mulets, ils ont préparé la nourriture pour les mulets, la nourriture pour enfin, tout ce qu'il fallait faire. Et ils ont installé un cordon de garde pour ne pas que les prisonniers s'enfuient ou bien pour ne pas qu'il y ait une ingérence quelconque. Donc, pratiquement toute la journée. Il y a eu des avions qui sont passés, tournoyés, etc., mais rien. Voilà, tout le monde, on était en attente. Et dans l'après-midi, comme Beni Ouaggag, il y a la forêt de Beni Ouaggag jusqu'à Tamellah. Ouais. Donc, on a démarré de là-bas vers 3h, 4h de l'après-midi. Voilà, on a démarré tout le convoi avec les prisonniers, mais la compagnie de Région 2 et la compagnie de Région 1 sont restés là-bas, sur place. Ils ne sont pas venus avec nous. Ouais. Il n'y a eu que la troisième compagnie du bataillon qui nous a accompagnés. Donc, on a donc traversé la Souma et on est allé à Ethmelich, le douar de Beni Mlikch. C'est toujours donc... Et au douar de Beni Mlikch, il y avait le lieutenant, le chef du bataillon, le chef du le chef du bataillon de la zone de la Wilaya 3 était là-bas avec une compagnie, avec la première compagnie. Il y avait la deuxième compagnie qui était avec la deuxième ou la première. En tout cas, l'une des deux compagnies du bataillon qui était là-bas. Et il devait, parce qu'il n'était pas au courant de la décision qui a été prise de prendre le chemin le plus court. Il pensait qu'on allait venir de l'autre côté. Et il préparait une embuscade au goumier de Taralat, du village de Taralat. Oui. Mais comme il y a eu un agent de liaison qui lui a été envoyé dans la journée même, et l'informer que la deuxième étape du convoi, c'était Ethmelich, dans le village d'Ethmelich. Tout de suite, il a annulé et puis ils ont préparé toutes les conditions nécessaires pour pouvoir recevoir l'ensemble du convoi ainsi que les trucs. Pour passer la journée. Donc il y avait 30 mulets. Donc vous avez fait toute cette distance, c'est-à-dire 30 mulets avec 17 également. Oui, 17 prisonniers, il n'y a pas de problème. Il y avait quand même suffisamment de Djounoud. Il y avait 120 Djoundi dans une compagnie. Donc il n'y avait pas de problème. Ils étaient bien disons... Bien armés. Oui, absolument, bien armés, bien surveillés. Donc, on a passé la journée dans plusieurs villages, parce que ça a été réparti dans quelques villages. Oui. Et puis le soir, on a démarré. On a démarré direction Eghram, Douar Eghram. On a marché donc pratiquement toute la nuit. On est arrivé au petit matin au Douar Eghram. Et là aussi, ça a été éparpillé. Les deux compagnies du bataillon, plus les prisonniers ainsi que tout le reste, étaient déjà sur place. Ils étaient positionnés dans chaque village, à peu près. Et là-bas, on est resté 2 jours. 2 jours. Pour pouvoir nous reposer.
Et la caserne d'Akbou, elle est juste en face. Mais il savait que nous étions là-bas. Mais il ne pouvait pas intervenir. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que les armes que nous avions ramenées... Ils savent que vous avez des armes. Des armes des munitions sophistiquées, etc. Oui. Et puis on avait les prisonniers. Ouais. Donc ils ne voulaient pas mettre en danger la vie de des prisonniers. Et avec un lieutenant, etc. Donc ils attendaient le moment propice pour pouvoir intervenir. Voilà. Donc pendant ce temps, nous avions des prisonniers ont été menés dans chaque village, les montrer à la population, pour montrer, voilà, nous avons fait des prisonniers. C'est un peu de propagande, oui. Voilà, pour dire que l'ALN est toujours active, elle est très forte et elle peut battre. Elle peut battre l'armée coloniale française. Oui. Donc il n'y a aucun problème là-dessus. Donc les prisonniers ont été passés dans les villages, les habitants étaient contents. Oui. Et puis, il faudrait souligner le fait que dans chaque douar, quand on était d'abord à Thamlah, oui. La région, il y avait une partie des munitions qui était laissée sur place, camouflée dans des endroits connus, etc. Et le propriétaire du cheval qui a ramené il repart chez lui avec son cheval, au fur et à mesure. À Esmilikish, là où on a passé la nuit, également, il y a une partie cachée également sur place. Pour alléger, pour libérer au fur et à mesure pour alléger le convoi et en même temps libérer les gens avec leurs mulets. Et ils sont repartis avec leurs mulets. Donc le troisième jour, passé, on a pris la direction de l'Akfadou. L'Akfadou, c'est-à-dire c'est le PC de la Wilaya 3. C'est le PC de la Wilaya 3. Donc on a traversé Ouzilaguen et on s'est retrouvé dans l'Akfadou où le colonel Amérouche nous attendait avec beaucoup de joie et beaucoup de... Alors, Zernouh, oui. Alors, il est venu avec vous? Ah ben oui, bien sûr, il était avec nous. Voilà. Il était avec nous, il n'y avait aucun problème. Oui. Au contraire, le colonel Amérouche l'a embrassé, l'a serré dans ses bras et il a dit voilà un exemple. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Nous, on est là pour justement détruire tout ce que l'armée française, l'armée coloniale française a voulu faire en Algérie. Et il faut qu'on démontre aussi que nous sommes en mesure de leur tenir tête et même de récupérer des armes. Voilà. Donc, voilà ce qui est... Et le lieutenant Dubos, je sais qu'il va y avoir une histoire juste après. Donc, de ce... Oui, ça c'est clair. Oui. D'abord, Mohamed Zernouh, le colonel Amérouche l'a nommé tout de suite, lui a donné le grade de lieutenant. Et Zernouh, qui a été... oui. Il a le grade de lieutenant. Oui. Et il l'a mis comme adjoint au chef du bataillon, Mohamed Rabah. Voilà, il l'a mis comme adjoint. D'ailleurs... c'est un exploit. Il oui, vous a évidemment. aidé, donc, voilà. Oui, et puis avec l'expérience. Oui. Il a prouvé qu'il était en mesure de faire tout cela. Donc, comment dirais-je, Olivier Dubos, oui. qui était prisonnier au même titre que les autres, a été, disons, gardé en secret. Et dans le même moment, il y a eu un lieutenant de l'ALN, oui. c'est Sahli Arsri, oui. Sahli Hussein Sahli, oui. qui avait été nommé lieutenant en zone 4, oui. Du côté de Borjubnaïn. Il a été nommé comme lieutenant politique. Oui. Et il a été fait prisonnier. Oui. Par le capitaine Alain Léger en personne. Oui, oui. Donc, on a voulu, disons, la Wilaya 3, le colonel Amérouche, a voulu négocier avec les Français pour faire l'échange. Oui. Il a dit, écoutez, vous avez un lieutenant
qui est votre prisonnier. Oui. Nous avons un lieutenant qui est notre prisonnier. Donc, nous sommes prêts à échanger. Vous nous donnez le nôtre et on vous rend le vôtre. Ben, ils ont refusé. Alors, le colonel Amérouche a écrit une lettre à la famille du boss. Oui. Il a envoyé une lettre dans laquelle il leur dit qu'il faut intervenir auprès de la Croix-Rouge internationale pour qu'elle puisse opérer l'échange entre les deux personnes. Alors, les Français, disons l'armée française, sachant qu'il y a des démarches qui peuvent aboutir, ils ont exécuté le lieutenant Salhi Mohamed, Oui. Salhi Houssi. Ils l'ont exécuté dans la vallée de la Soumam, à côté d'El-Qsar. À l'époque, c'était la loi du talion, donc il fallait... Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, c'est comme ça que le lieutenant Olivier Dubos a été exécuté au lieu même où ils ont laissé, où ils ont exécuté le lieutenant Hussein Salhi, avec un papier dans lequel il est écrit la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, telle est la loi du talion. Bon. Ça a été évidemment... Et la famille a été informée. Oui. Une lettre a été envoyée, elle m'a dit, on vient d'exécuter votre membre de famille. Voilà les raisons, parce que les Français, l'armée coloniale française, a refusé d'effectuer l'échange. Et non seulement ils ont refusé d'effectuer l'échange, mais ils ont assassiné notre lieutenant, évidemment. Alors, voilà, donc oui. Donc, Mohamed Zernouh, nommé lieutenant. Oui. Donc, c'est lui le plus grand, oui. disons, auteur. C'est lui qui est à l'origine de l'enlèvement du poste d'El Horan. Oui. Hein, c'est un grand hommage qu'il faut lui rendre. Malheureusement, il n'y a eu aucun hommage jusqu'à présent. Ce bonhomme, c'est-à-dire ce moujahid de Djelfa, etc., Zafran. Qui était de Zafran, donc, qui était dans un poste complètement en plein désert, et qui a réussi à prendre contact avec l'ALN. Et puis, au Maquis, après avoir été promu lieutenant par le colonel Amérouche, il va tomber quelques années plus tard au champ d'honneur. Donc, d'abord, il y a eu disons, quelques jours après, il y a eu la mort du chef du bataillon, Mohamed Rabah, au cours le grand accrochage qu'il y a eu, un ratissage-accrochage qui a eu lieu justement à Ouzleg. Oui. Et ça faisait partie, ils voulaient récupérer les armes qui ont été prises sur le Horan. Donc ils ont su que... Le passage un petit peu, ils ont repris un petit peu l'itinéraire suivi par donc ils ont fait un ratissage monstre, et c'est là où il a été tombé au champ d'honneur. Il l'a fait d'ailleurs en voulant aller récupérer un Mortier 60 qui a été laissé par des soldats qui ont fui. Ouais. Et c'est l'avion le tir d'un avion qui l'a tué. Donc il a été tout de suite remplacé par l'Ahlou, qui était, disons, le plus proche le plus ancien. Il a été donc désigné. Malheureusement, il n'a pas survécu lui non plus. Ouais. Il est décédé 2 mois après dans l'embuscade de Tigzda. Ouais. D'ailleurs, c'est un autre récit. C'est un autre récit. Voilà, c'est un autre récit. Et tout de suite après, il a été remplacé par Mohamed Zernouh, qui est devenu le chef de bataillon. Il devient le chef de bataillon de choc. De choc, absolument. 3 compagnies. Oui. Parce que le bataillon de la Wilaya 3, il est composé de 3 compagnies. Oui. Les 3 compagnies, il y en a. La première compagnie, elle vient de la zone 2. Oui. La deuxième compagnie vient de la zone 1. Oui. Et la troisième compagnie vient de la zone 3. Bah, c'est des compagnies de zone qui sont, quand on les rattache, deviennent le bataillon. Le bataillon. Voilà. Et donc, Mohamed Rabah était en même temps chef du bataillon quand il devient bataillon, et en même temps chef de la compagnie de zone 2. Voilà. Donc, il a été, disons, nommé chef de bataillon, et ils ont tout de suite après été envoyés, à la fin de l'année 59-60, ils ont été envoyés à
comment dirais-je, en wilaya 1. Oui, Et la wilaya 4 a décidé d'envoyer le commandant Al-Khouja oui. en wilaya 1. Il fallait redonner vie à cette wilaya en faisant des embuscades et en attaquant des postes, etc. Donc le bataillon est allé là-bas avec justement Zerlou. Et à leur retour, ils sont restés une année. Oui. Ils sont revenus en 61 et il est mort au cours d'une embuscade, au cours d'un accrochage qui a eu lieu à El-Qsar, à côté d'El-Qsar, dans la vallée de la Soumam. Et il est mort, disons, comme martyr de la Révolution. Voilà un peu L'histoire de cet enlèvement, cette action spectaculaire de l'ALN. Oui. Monsieur Abdelmejid Azi, à l'époque, donc vous avez accompagné tous ces Jounoud qui ont procédé donc à cet enlèvement. Est-ce qu'au moment des faits, c'est-à-dire sur le chemin du retour notamment, est-ce que vous avez mesuré donc l'importance de l'action? Oui, bien sûr, absolument. D'abord, on était fiers. Oui. On était fiers, on était heureux. Mais on avait évidemment un peu peur. Oui. Tout à fait. Ça, la peur, c'est un... c'est-à-dire il y avait un scénario, naturel. Il y avait un plan qui a été exécuté et réussi absolument. À 100%. Il a été exécuté comme il fallait, comme il se doit. Et j'ai dit, l'astuce était de choisir le chemin le plus long. Voilà. Ouais. Et de tromper, disons, les services de renseignement français qui ne savaient pas qu'il y avait des chevaux, qu'il y avait des mulets qui allaient transporter tout ce matériel. Et il paraît que le poste militaire n'a jamais été reconstruit, paraît-il, jusqu'à... Oui, évidemment. Il a été abandonné par... Ah oui, il a été pratiquement brûlé. Il ne restait plus rien. Et puis, est-ce que vous avez eu des échos à l'époque au maquis de l'ALN? Oui, les gens... Est-ce que l'armée française, comment ils ont vécu cette... Ben, les gens étaient d'abord, au départ, ils étaient étonnés. Surtout les gens de la région. C'est pas possible. C'est incroyable pour eux qu'un poste militaire aussi important, qui a marqué d'ailleurs la région, c'était d'ailleurs lui qui a provisionné tout le secteur du bataillon. C'est le 18e SPAI. Comment il s'appelle déjà voilà. C'est le 8e régiment des SPAI, le 2e escadron du 8e régiment des SPAI. Donc, le 2e escadron, il y a plusieurs postes du côté de Melouza, du côté toute la région. Jusqu'à Sidi Issa, etc. Voilà, toute la région du Hodna, jusqu'au... Il y a des postes, des petits postes, parce que bon, il n'y a pas beaucoup d'activités, etc. Ils sont ravitaillés à partir de ce poste-là. Et ils reçoivent des ordres de ce poste-là. Donc c'est un peu le poste central. Et les gens de Maadid, toute la région, plus les gens de Hammamdallah, mais la presse de l'époque, malheureusement, pourtant, quand il s'agit des actions comme ça, l'armée française faisait part des attaques. Oui, disons un article. Oui, mais pas simplement un article. Oui. Maintenant que les archives peuvent être consultées. Oui. Donc, je vais faire consulter justement sur ce point-là. Il m'a envoyé le texte complet. Vous avez donc... Oui, j'ai le texte complet. Oui. C'est exactement ce que je viens de dire. Il reprend tous les chiffres que j'ai donnés. C'est un rapport de l'époque ou bien c'est... Oui, c'est un rapport de l'époque. De l'époque. Oui. D'ailleurs, dans le rapport de l'époque, dans les prisonniers, ils ont inclus le sergent-chef. On pensait parce qu'il il pensait qu'il était prisonnier lui aussi. Donc il y a eu des sanctions qui ont été prises pour négligence. Comment un poste comme ça, il a été enlevé alors qu'il n'y a rien aux alentours. C'est incroyable. Ils ne savaient pas que Zernou Mohamed était complice. Voilà. Donc au début, ils l'ont considéré comme prisonnier dans le rapport qu'ils avaient fait. Et puis ensuite, ils se sont aperçus plus tard que...
Je termine avec une question parce que je sais que vous étiez marqué par donc le courage Ah de ben oui, Zernour. c'est des choses qu'on n'oublie pas. Chaque année, je sais que chaque année vous rendez hommage Voilà, tout à fait. donc à ce vaillant Moudjahid. Et c'est pour lutter contre l'oubli. Oui, Bah, à chaque anniversaire, je fais un article, j'expose, j'écris et dans un les hommage journaux. toujours particulier à Zernour, Mohamed. Voilà, tout à fait, Avec, absolument. voilà. C'est quelque chose d'incroyable. Surtout dans la région. Oui, Dans la région, c'était, vous savez, la région de Driat. oui, Les gens, il n'y a pas de village. oui, Chacun construit dans son terrain. oui. Vous avez une maison ici, une autre à 300 mètres, une autre à 400 mètres, une autre à 500 mètres. C'est vaste. Oui. Donc les gens, ils ne se regroupent pas, mais ils ne discutent pas entre eux, comme dans les trucs de la montagne. Oui. Par exemple en Kabylie, ou bien dans les Aurès, ou bien... C'est C'est pas des villages. éparpillé. Ils sont éparpillés. Voilà, oui. Donc, pour que l'ALN s'introduise, ça a été difficile. Il a fallu couper les poteaux électriques, les couper, et le lendemain, l'armée française est venue, elle les a tous tabassés. Elle a dit, c'est vous qui les avez coupés. Alors, il y a eu une embuscade qui a été faite, justement, un petit convoi qui allait vers Msila. Et ils ont ramené des armes, et ils ont tué des soldats. Et la population, quand ils ont vu ça, ils ont crié « Vive la Hélène !» qui est venu nous venger de ce que l'armée française a fait. Et c'est comme ça qu'ils sont... Oui. Je tiens à vous remercier vivement, Monsieur Abdelmajid Aziz, donc d'avoir partagé avec nous donc ce récit de cet exploit, de cette action d'éclat de l'ALN qui s'est déroulée donc le 4 février 1958. Moi, je suis vraiment très content. D'abord que finalement cette action est devenue publique, plus que publique. Ça permet quand même de parler des actions de l'ALN, et en même temps de rendre hommage à tous les martyrs, à tous ceux qui ont participé, qui ne sont plus, qui sont plus en vie aujourd'hui. Ceux qui se sont sacrifiés pour que vive l'Algérie libre, qui ont donné leur vie pour que vivent les Algériens libres et indépendants. Et c'est ça, c'est justement ça qui nous reste à nous les survivants, c'est de perpétuer ces actions de façon à ce que nos jeunes d'aujourd'hui et ceux de demain, parce que on a écrit, j'ai écrit un livre, d'autres ont écrit pour expliquer, etc., ce que nous avons vécu pendant la Révolution, ce que nous avons vécu pendant la colonisation, de façon à ce que nos jeunes soient fiers de leur pays, qu'ils soient fiers de leur pays, qu'ils soient des patriotes exemplaires. Voilà, je vous remercie encore une fois, M. Abdelmajid Aziz, d'avoir accepté donc, notre invitation. Je tiens à remercier également les responsables du Musée national d'Al Moudjahid et toute l'équipe technique qui m'a accompagné dans la réalisation de cette émission. Excellente soirée et à bientôt.